Comment rabaisser les trucs un petit peu sérieux qu'on a mis en place avant l'épisode. Voilà, c'est ce que je craignais. Hein. Maintenant, oui, on continue la même routine qu'avant. Seulement, voilà, on n'est plus sur Terre, mais sur Muni, mais c'est le même genre de délire à la con. Et on va poursuivre des choses qui ont été un peu instaurées avant. Et comme je l'ai dit, ouais, c'est pour rabaisser ces trucs-là que c'est fait. Sans chercher à aller très loin, alors que ça pourrait aller plus loin que ça, mais ça nous fait miroiter. Le pire, c'est que ça nous fait miroiter quelque chose d'un petit peu sérieux, d'un petit peu recherché, pour dire au bout du compte, non, on va juste faire des conneries. Hein, parce que voilà, essayer de raconter quelque chose qui pousse à la réflexion, c'est trop demandé. C'est trop demandé, il faut qu'on fasse des conneries, c'est ça la série, quoi. C'est le credo de la série, il faut qu'on fasse des conneries, quoi. Donc ouais, c'est pas le pire à ce niveau-là, j'ai envie de dire, mais ça reste vachement frustrant quand on voit les possibilités que ça rate totalement. Enfin bon, dans le premier segment, il y a Marco qui est invité à Saint-Olga par toutes les princesses rebelles, parce que voilà, il les a tellement inspirés qu'ils ont décidé de lui faire un diplôme honoraire par rapport à ça. Donc il a rien étudié, etc. Mais il a un diplôme honoraire. Puis ça veut absolument rien dire, comment on le verra, hein, avoir un diplôme là maintenant. Et il y a tellement de choses qui me posent un gros problème là-dedans déjà. Alors le fait est que tout le monde le voit comme une fille, et c'est quelque chose qu'il essaie de garder caché, secret au début, parce que voilà, sinon il risquerait de gâcher son image, et ça fait très con pour moi. C'est le genre de choses qui me paraît un petit peu évidente, euh, comme sans intérêt, comme sans poids dans ce que veut dire le message. Voilà, il a balancé un message sur le fait que c'est pas criminel d'être individuel. Le fait est qu'il soit un garçon, en plus de représenter une princesse, je veux dire, au contraire, ça devrait appuyer davantage le message. C'est un truc qu'il devrait comprendre. Et le fait que, en plus, on essaye de rendre ça un petit peu grave, qu'il puisse être un garçon, tout ça, alors que, sérieusement, ça aurait dû être su depuis longtemps. Ne serait-ce qu'avec Pognette qui sait que c'est un garçon. Et donc, sérieusement, elle a pas sa langue dans sa poche, elle devrait largement, depuis le temps, avoir lâché ça. Et c'est pas une autre princesse, la fameuse princesse qu'on avait vue dans la saison 1, qui est au courant que c'est un garçon, elle aussi. Hein, mais non, elle capte pas le truc, semble-t-il. Ce genre de détail, ça n'a absolument aucun intérêt de se pencher là-dessus, parce que ça me paraît tellement évident que les autres princesses devraient savoir que c'est un garçon. Ça n'empêche pas qu'il ait une princesse à leurs yeux, et voilà, c'est tout. D'ailleurs, on n'aborde même pas le fait à la fin, parce que bon, on finira par dévoiler à la fin que c'est un garçon. On n'aborde même pas le fait que c'est pas une vraie princesse, quoi. C'est un petit peu le truc à dire, peut-être que c'est pas réellement une princesse. Hein, le fait que c'est un garçon, c'est pas trop grave. Le fait que c'est pas réellement une princesse, c'est quelque chose qui aurait pu être abordé, mais non. Donc, c'est complètement con de partir là-dessus, alors que vous nous faites miroiter quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je prends du temps pour ça, mais ça n'a aucun intérêt de résumer en détail ce qui se passe. Il y a donc la princesse Marco Turdina. Ouais, c'est son nom, quoi. Pognette l'a appelée Turdina, donc c'est le nom qu'on lui donne, Turdina. C'est très marrant, ça. Qui se rend là, et tout le monde dit, ouais, elle est trop géniale, là, elle représente vraiment notre désir de liberté, notre individualité, tout ça, tout ça. Et elles expriment leurs individualités, les princesses, en faisant la teuf n'importe quand, et sans rien faire de sérieux ou quoi que ce soit, en suivant aucune règle. Voilà. C'est ça le truc. Et donc, elles font les tarés à longueur de journée, elles en ont rien à foutre, c'est plus du tout un pensionnat ou quoi que ce soit, ce truc, c'est juste une colonie de vacances où il y a aucun surveillant. Et il n'y a aucun parent de princesse qui s'est dit, tiens, c'est peut-être plus un bon endroit où les mettre, ces princesses renégates qu'on veut essayer de calmer un petit peu. Non, non, non. Ils ne sont pas rendus compte de ça depuis, quoi, 7-8 mois au moins. Sérieusement, le temps qu'on fait défiler, ça fait facilement 8 mois hein, depuis que Marco a instigé cette rébellion. Donc même en étant très laxiste, je pense que la plupart des parents devraient être au courant de ce qui se passe et voudraient pas que leurs enfants restent dans cet endroit-là, vous voyez. Et je dis ça comme ça, on n'adresse pas ça, elles continuent de faire
faire leur loi là-dedans, hein, comme si ça était, comme si c'était, ça datait d'il y a quelques semaines, cette rébellion, bien sûr, mon cul, hein. Et donc, ouais, il y a Marco qui se rend compte que c'est un petit peu l'anarchie à un moment donné, qui se dit, vous savez, des fois, suivre des règles, de temps en temps, c'est pas si mal que ça. Et il y a une princesse qui le regarde d'un mauvais œil, quoi, t'es sûr, et il dit, non, non, je plaisante, je veux dire, les règles ont leur place, à la poubelle. Et ce sera pas abordé plus que ça. Il y a un compromis intéressant à traiter là par rapport au compromis qui doit se faire entre être individuel, être soi-même et quand même obéir à certaines règles pour qu'il y ait une organisation, une espèce de cohésion qui puisse se faire. Sinon, on va nulle part. C'est toute la différence entre la tyrannie et l'anarchie. Et les deux sont aussi mauvais l'un que l'autre. Aussi mauvais l'un que l'autre. Hein. C'est l'anarchie, quoi. C'est affreux comme concept, ça aussi. Mais non, non, on ne traite pas ça une seule seconde comme si c'était grave. Voilà, ils font tout leur délire. On pointe l'espace de 30 secondes que c'est peut-être pas plus mal de trouver un juste milieu, mais au bout du compte, on s'y penchera pas plus que ça. Et le seul délire, le seul truc sur lequel on passera du temps, c'est le fait que Marco veut garder sa couverture de vraie princesse qui n'est pas un garçon, mais ce sera dévoilé au bout d'un moment, quoi. C'est tout. Et ouais, pour ce que ça amènera, j'ai envie de dire, ouais, c'était bien la peine de faire un épisode autour de ça, hein. Voilà, mais bon, ouais, il est pris dans cette espèce de gloire qu'on lui alloue, hein. On a fait une statue à son effigie, tout ça, et donc il est un petit peu pris dans ses éloges, n'est-ce pas, d'un moment. Mais alors qu'il essaye un petit peu de se dévoiler lorsqu'il se rend compte que, ouais, il faut qu'il soit fidèle à lui-même en révélant qu'il est un mec, et c'est tout. Hein, pas en disant, ouais, je suis des règles, j'aime bien ça, et je trouve que c'est important, non, 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 ça on s'en fout, on n'adresse pas ça. Avant de faire ça, il y a l'ancienne Dirlo, donc odieuse, elle s'appelle comme ça en VF. Hein, c'est ouais, c'est tout aussi subtil que la VO, donc, hein, à nouveau, quoi, on a une méchante, elle s'appelle odieuse, très très intelligente, quoi, qui apparaît comme ça, histoire de... Ça, sans que ça serve à quoi que ce soit. Puisque voilà, elle arrive pour la dévoiler. Ah, je vais te mettre à mal devant tout le monde, révéler tes secrets. Et ouais, il y a Marco qui dit, ouais, vous parlez de cette cassette où j'ai des faits de fausses confessions, c'était n'importe quoi. Et ouais, elle dit, non, non, c'est pas cette cassette-là. Donc elle a même pas essayé ce truc-là, il n'y a même pas de retombée par rapport à ça. Cette cassette, c'était rien du tout. Genre, elle s'est rendue compte après coup que c'était pour de faux. Elle avait besoin d'un petit temps de réflexion pour se rendre compte que le sarcasme, ça marchait pas. J'en sais rien, sans doute. Et donc, ouais, ce qu'elle révèle, en fait, c'est pas que c'est cette cassette qu'elle a enregistrée, donc qui n'a mené absolument à que dalle. Ce qui signifie que, au bout du compte, ce demi-épisode où elle réapparaissait auprès de Marco et ses parents, ben, ça servait à rien, on aurait pu le zapper. Comment rendre un personnage totalement inconséquent du début à la fin? Pareil, hein, totalement inconséquent, quoi. Elle sert absolument à que dalle. Son besoin de vengeance n'a absolument aucune conséquence. On aurait pu faire exactement pareil sans elle pour l'instant. Ça n'aurait absolument rien changé. Mais je dis bravo, hein. C'est bien la peine de mettre en place cette espèce de nouvelle menace si ça n'a absolument aucun impact, absolument aucun putain d'impact dans le déroulé de votre histoire. C'est la blague, sans doute, c'est ça qui est censé me faire rire. Excusez-moi de pas être hilar, excusez-moi de pas être hilar. Enfin voilà, elle révèle à tout le monde que Marco est un homme. Tout le monde est un peu choqué au début. Mais au bout du compte, les princesses finissent par se rendre compte que c'est pas grave, ça change rien au message qu'il a envoyé. Donc voilà, elle balance odieuse dans sa dimension en disant barre-toi, on continue notre vie comme elle était. Et voilà, ça change rien pour Marco, quoi, ça reste notre égérie. Et puis merci. Voilà. Un super développement de personnage, waouh! Et donc on peut continuer à faire la teuf, à faire l'anarchie dans le coin, c'est pas grave, hein, c'est qui on est, c'est comme ça, être individuel. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Wow. Ça n'a aucun putain d'intérêt ce truc, ça fait rien avancer du tout. Au contraire, ça fait régresser la chose, parce que oui, je m'attendais clairement pas à la fin de l'épisode sur Saint-Olga dans la saison 1 que ça amène à un système plus équilibré où
où c'est vraiment carré, où ça trouve un juste milieu, etc. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit traité de façon si vulgaire et grossière le truc. Vive l'anarchie, merci, au revoir, voilà. Bah allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre. Donc ouais, c'est pas tout à fait terminé parce qu'il y a quand même un petit intérêt par la suite, vu qu'on voit que Odieuse a créé une espèce de machine sus-magie, je sais pas comment c'est ce truc-là, qu'elle sort de son cul, quoi, ça n'a absolument pas été amené un tant soit peu avant, mais à la fin de l'épisode, il y a une machine aspire-magie, sur laquelle elle met donc la princesse qu'on avait vu, donc, vous savez, la princesse monstre de l'épisode 1 dont j'ai parlé au début de cette vidéo. Et donc, ouais, ça fait une espèce d'arme qu'elle compte utiliser par la suite sur son ennemi juré, Princesse Marco. Voilà. Pourquoi elle n'a pas pensé à faire ça avant? Je sais pas, c'est le gros problème avec ce personnage, vous le faites tellement s'étaler, revenir tous les 15 épisodes, donc après une période de temps très conséquente, pour que ça n'ait aucun impact, et vous balancez ce genre de conneries sans rien amener, sans rien développer autour de ça, paf, elle a une espèce de machine qui aspire la force vitale ou la magie de la créature qu'elle met dessus. Voilà. Ok, très bien, bah, sortez ça de votre cul si vous voulez, hein. Ça n'a absolument aucun poids. Mais bon, hein, ça fera une menace par la suite, et sait-on jamais, peut-être qu'enfin ça va avoir un quelconque impact, une quelconque conséquence par la suite à la participation d'Odieuse, parce que j'attends encore ça. Ça fait 2 saisons et demie que j'attends ça, hein. Vivement que ça arrive, vivement que ça arrive. Ouais, en tout cas, ouais, c'était médiocre comme épisode, demi-épisode, c'était... Il n'y avait rien d'intéressant à voir là-dedans. Et ce qui avait été mis en place, je dis pas que c'était ultra profond, mais il y avait moyen d'en faire quelque chose d'un peu plus recherché que ça, et au bout du compte, vous en faites juste une blague. Je suis désolé, c'était juste une blague. J'ai rien à en dire de bien particulièrement, quoi, c'est la perte de temps. Et oui, ça donne l'impression d'avoir perdu mon temps à suivre un tout petit peu cette intrigue-là. C'est ça le pire dans ce genre d'épisode, c'est pas tant leur qualité intrinsèque, c'est le fait aussi que ça me fait revoir à la baisse d'autres épisodes avant. L'épisode de la saison 1 sur Saint-Olga, c'était l'un des meilleurs de la saison 1, et ben vous savez quoi, il vaut de moins en moins quelque chose avec ce genre de merde qu'on balance au fur et à mesure, hein. Voilà, au Dieu, c'est une blague. C'est tout ce que c'est une blague, cette méchante. Et cette espèce de mouvement de rébellion, eh ben ça veut dire que dalle. C'est un tas de connes qui font leur chieuse, qui font leur petite anarchie à la con, sans que ça ait la moindre portée, le moindre poids, et sans que ça ait la moindre logique, cohérence dans cet univers, si leurs parents leur laissent faire ce genre de délire durant je sais pas combien de mois. J'avais rien à foutre maintenant. Sérieusement, je n'ai plus rien à foutre de ce que ça a instigé, de ce que ça a instauré, cet épisode de la saison 1. Alors que bon, il y avait moyen de rebondir sur des choses intéressantes, mais non, c'est de la merde, non. Merci pour rien. Et c'est le même délire, un peu de choses près pour l'épisode suivant, puisque ça aborde donc la suite d'un épisode, mon demi-épisode préféré pour l'instant, j'en ai parlé à plusieurs reprises sur l'épisode de la Mew dépendance. Et ça réaborde le thème du racisme unique. Au début, ça a l'air relativement prometteur, même si on sent de suite que ça veut pas vraiment y aller à fond dans le sérieux à ce niveau-là. Contrairement, comme je l'ai dit, à l'épisode sur la dépendance, où oui, bien entendu, ça part dans des délires, mais jamais ces délires viennent se mettre en travers du message antiraciste que ça veut faire passer, qui est assez subtil via surtout les émotions de Star. Une fois de plus, là, ça se dit, tiens, la subtilité, c'est quoi cette merde? On l'encule, la subtilité. Donc, à nouveau, comment vous voulez que ça ait beaucoup de poids pour moi, hein, s'il n'y a aucune subtilité? Donc voilà, il y a Star qui fait les courses avec son chéri Tom, semble-t-il. Voilà, il y a Marco qui traîne pas avec elle pour l'instant. Je sais pas ce qu'il fait, hein, j'imagine
traînent pas tout le temps ensemble non-stop. À nouveau l'organisation de ce truc-là. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, quoi, elle est en train de sortir avec Tom. Tom qui est là histoire de dire qu'il existe. Hein. C'est histoire d'appuyer une petite illustration qui est intéressante au premier abord, mais qui sera pas vraiment particulièrement poursuivie. Où elle discute avec un espèce d'enfant monstre qui passait par là, qui veut s'acheter certains trucs, mais il se voit refuser l'achat de t-shirts parce que voilà, c'est un monstre et par toi, ça le merde. Voilà, comment ça se fait qu'on les laissait quand même se balader en ville si les monstres sont considérés comme des sous-merdes à ce point-là, je ne sais pas trop. Apparemment, c'est un truc aussi que Star n'a pas particulièrement mis en avant, alors que ça m'a l'air quand même d'être quelque chose qui devrait la préoccuper en genre numéro un, ça, le fait que les monstres soient considérés comme des sous-créatures qui méritent pas de vivre aux côtés des humains. Non, il faut que ça lui vienne par bribes. Hein, se dire, ah, tiens, ça j'y pense un petit moment, mais puis après, oh, j'oublie un petit peu, je passe du bon petit moment avec mon pote Marco et mes amis, tout ça, et puis, ah, mais tiens, ça me revient en tête, si j'abordais ça à l'espace d'un épisode, et puis après, oh, ça va être juste des petits moments. Comme ça, mais le reste du temps, on s'en fout royalement d'aborder ce sujet alors que c'est un truc qui devrait être abordé sur la durée, quoi. Et pas juste l'espace d'un petit demi-épisode et puis on passe à autre chose, on pense à autre chose tout d'un coup. En tout cas, ouais, quoi, le monstre est envoyé chier. Il y a un moment donné, on appuie le fait que c'est pas que ces monstres-là qui ont une allure un petit peu un peu douteuse pour les humains lorsqu'il y a le vendeur qui essaye de gueuler sur Tom mais se rend compte qu'en fait ben, c'est Tom. Donc non, excusez-moi, ne m'en voulez pas, je croyais que vous étiez un monstre, tout ça. Et ça amène Star à se questionner, sachant que Tom au passage, s'il apparaît juste 30 secondes histoire de dire, mais après... C'est assez dingue ça aussi, ce genre de détail. Pourquoi Tom n'est pas un peu plus impliqué avec ce genre de choses? C'est pareil avec Jacqueline au passage. Je veux dire, je sais que lorsqu'on sort avec quelqu'un, on n'a pas à suivre tous ses centres d'intérêt, à être pris dans chaque quête qui lui tient à cœur, mais quand même, j'en sais rien, qu'on prenne un tout petit peu le temps de montrer qu'ils essayent d'en discuter, ou un truc comme ça, non? Non, c'est juste comme ça, il apparaît histoire de dire, mais après on s'en fout. Enfin, ça amène Star à se poser la question, mais comment ça se fait qu'on traite aussi mal les monstres, alors qu'il y a d'autres créatures qui peuvent nous paraître un peu monstrueuses, comme, j'en sais rien, le chancelier chèvre d'avant, comme Tom, bon, quand même, hein, il a un côté un peu monstrueux. Comment ça se fait que ces gens-là, on les considère bien, mais pas les monstres? Et il y a un moment donné, elle parle d'une espèce de peuple qu'on avait déjà vu avant, des espèces d'hommes coqs, c'est dégueulasse ce truc-là, le design est dégueulasse au passage. Et il y a sa mère qui dit, dans un ton, mais vraiment pas subtil du tout, une fois de plus, que ah, ceux-là, c'est pas les monstres, ils sont riches. Voilà, c'est le commentaire social de merde. Hein, qui est pas du tout recherché. Et ouais, quoi, Moon considère les monstres toujours comme des sous-merdes qui ne méritent pas qu'on prenne la peine, qu'on prenne du temps pour eux. Apparemment, ce qu'elle a vécu avec le crapaud taureau, ça ne lui a pas ouvert les yeux sur quoi que ce soit, elle s'en fout royalement. Ce personnage que vous pouviez faire un peu évoluer dans les 3-4 premiers épisodes de cette saison, les rares fois que vous nous le remontrez, c'est pour afficher qu'au bout du compte, elle n'a pas évolué, quoi. Ça reste la même souveraine, fermée d'esprit qu'avant. Non seulement elle n'a pas servi à grand chose dans la résolution au bout du compte, mais elle n'aura pas vraiment grandi de cette expérience ou quoi que ce soit. Elle poursuit sa vie de reine comme ça, avec exactement la même mentalité qu'avant. Voilà. Wouhou, hein, ouais, super personnage, hein. Sérieusement, il y avait tellement de choses qui pouvaient promettre autour de ce personnage lorsqu'on avait commencé à lui donner de l'importance à la fin de la saison 2, mais là, non, plus rien à foutre, quoi. Elle dit rapidement à Star, parce que ça lui fait chier de parler de ça, écoute, ce genre de considération sur comment traiter les monstres, ça vient du département des monstres, qui est dirigé par le docteur Goodwell, et il faut que tu en discutes avec elle. Et Star te dit, ok. Voilà, hein, Moon, on s'en branle royalement, elle a d'autres chats à fouetter, hein, voilà, très bien. Donc, Star, dans un moment gag, se rue dans le bureau de Dr. Goodwell et se trompe de porte à plusieurs moments parce qu'elle sait pas lire. Oui, non, mais autant au début déjà, on fait un jeu de mots pourri
sur le fait que y a un truc qui s'appelle presque comme Monster, donc elle pense que c'est ce chef de département là qu'il faut voir, alors que non. Et ouais, elle se trompe d'autres portes après en les ouvrant au pif, alors qu'on voit un peu plus tard que lorsqu'elle ouvre la porte du docteur Goodwell, que c'est bien le docteur Goodwell, expert en monstres, la chargée de la monstrologie, comme on dit, quoi. Donc ouais, c'est complètement con, quoi. Autant la première fois, c'était déjà un peu débile qu'elle confonde ça parce qu'elle savait le nom du docteur, alors qu'il écrit en toutes lettres le nom de la personne responsable sur la porte. Mais en plus de ça, c'est même pas une question de je sais pas bien lire, je suis nul en orthographe, c'est une question de je fais n'importe quoi une fois de plus. C'était très drôle, quoi. Je suis désolé, excusez-moi de ne pas être hilar face à ce genre de blague et de considérer que ça rabaisse un peu le personnage. Si on doit les poser comme des cons finis pour appuyer la blague, je suis désolé, c'est de la merde, hein, une fois de plus. Si c'est comme ça que vous voulez traiter votre humour, bah allez vous faire mettre, hein. À nouveau, mais bon, excusez-moi, je me répète à fond, mais bon, c'est ce que cette série me donne au bout d'un moment, hein. C'est ça le gros de cette série, hein, vous rabaissez au personnage pour la blague, hein, excusez-moi d'insister là-dessus, si la série n'arrête pas d'insister là-dessus. Hein. Donc ouais, elle finit donc par entrer dans le bureau du professeur Goodwell, où elle dit que c'est pas juste, il faudrait mieux traiter les monstres, faire plus attention à eux, et Goodwell a l'air d'être assez d'accord. Pour le coup, et donc, ouais, et on s'est demandé pourquoi elle a été d'accord pour qu'on traite les monstres comme des parias qui méritent pas du tout de vivre à côté de nous. Bah, mais bon, on verra plus tard que cette Goodwell est complètement siphonnée. Et donc que ça n'a absolument une fois de plus aucune portée, aucune subtilité. Donc ouais, elle invite Star à faire un petit safari avec elle pour observer les monstres. Hein, il y a aussi encore un moment gag super marrant où elle décide de se fondre un petit peu dans les monstres en portant un costume vulgaire qui se voit à des kilomètres et de s'asperger d'essence de monstres. Voilà, elle a pris de l'essence de monstre, je sais pas trop comment, pour avoir l'odeur de monstre, donc un peu nauséabonde qui va avec. Et elle se fait un gargarisme avec ça, hein, histoire de bien rendre ça dégueu. Yes! Ouhou! Et c'est là qu'elle observe avec Star le petit village des monstres aux alentours. Maintenant, ouais, c'est tout un village organisé. J'imagine que c'est un truc qui s'est fait après l'épisode où Crapotoro a convaincu un peu les siens de se poser, etc. Et d'avoir un côté un peu plus rangé, un petit peu plus réglo, sans doute. Et enfin bon, voilà quoi, on voit qu'elle les observe comme si c'était juste des animaux à protéger d'une certaine façon. C'est un peu bizarre. À nouveau, on traite ça à la blague, quoi. C'est une siphonnée qui voit juste les monstres comme des animaux intéressants à observer en safari. C'est ça. Alors que bon, pour Star, c'est autre chose. C'est pas juste des animaux, c'est des êtres conscients au même niveau que les humains. Donc ouais, il y a ça qui se met en place, mais c'est pas traité une seule seconde au sérieux. Hein, à nouveau, c'est traité à la blague, puisqu'il faut que Goodwell soit une siphonnée exagérée. Hein, et à un moment donné, on montre qu'elle a pas arrêté de suivre Crapotoro, on lui a mis un traceur dessus, traceur qui est vachement visible sur un plan et qui n'est plus du tout présent le reste de l'épisode. Hein, c'est le gag une fois de plus, hein, sans aucun putain d'intérêt. Si vous aviez été un tout petit peu subtil avec ça, c'est ça le truc, vous n'aimez pas la subtilité dans cet épisode. Si vous vouliez mettre ça en place, le fait qu'elle l'observait pendant tout ce temps, vous auriez pu faire en sorte que le traceur qu'elle a placé sur lui soit un petit peu plus discret. Et donc à ce moment-là, que ce soit logique, c'est pas cohérent du tout, puisque bon, ce traceur, il est gros comme une maison, n'importe qui devrait le voir, s'en rendre compte. Et on le voit juste un plan, et après le résultat, lorsqu'on remonte la tête de Crapotoro, ben il est plus là ce traceur. Parce que allez vous faire mettre, c'est le gag. En tout cas, ça tombe à pic que Star voulait lui parler aujourd'hui, puisque c'est à ce moment-là qu'elle a prévu un espèce de plan pour les isoler un petit peu, ces monstres, en se disant ouais, ils ont besoin de vivre indépendamment de nous, séparés de nous, donc j'ai fait en sorte de mettre des explosifs sur le barrage qu'il y a au-dessus de leur maison, parce que oui, comme par hasard... C'est le genre de détail qui fait vachement marrer, quoi. Pourquoi, à chaque fois que vous montrez un village, une petite ville, il faut que ce soit juste en dessous d'un barrage? Ça peut pas être juste à côté ou quoi que ce soit, c'est juste en dessous.
Ah, genre les mecs, ils peuvent pas construire leur village à côté du courant d'eau, non, non, il faut qu'ils le créent juste au niveau de ce courant d'eau et que cette eau soit retenue par un barrage. Ah non mais c'est ça le truc aussi, hein. J'ai jamais compris ce délire, c'est plus fertile les sols à cet endroit-là, parce qu'il y avait un barrage qui passait par là, ça marche comme ça, c'est le petit détail, hein. N'hésitez pas à me répondre s'il y a une logique derrière ça, parce que c'est clairement pas seulement cette série, Carnet coupable. En tout cas voilà, c'est montré de façon gaguesque une fois de plus, ce truc où elle est prête à inonder un village. Hein, ouais, quoi, il y a Star et compagnie qui se disent tiens, il faut qu'on arrange ça en créant un barrage avec des tonnes de petits débris qui passaient par là. Et ouais, j'ai du mal à croire que ça puisse marcher comme ça, mais j'imagine que c'est un peu de la même façon que les castors font leur barrage à eux. Donc, ouais, t'empiles des tas de trucs les uns sur les autres, et au bout du compte, ça fait un autre barrage. Voilà, un barrage assez. Assez fragile dans l'absolu, mais bon, ça parvient à défaire l'arrivée d'eau et à empêcher que le village soit inondé. C'est cool. Ouh. Et c'est là que Goodwell se rend compte que les monstres et les humains peuvent bosser ensemble. Et plutôt que d'avoir une illumination sérieuse par rapport à ça, elle se dit qu'on devrait tous vivre comme des monstres. Donc elle déchire ses vêtements, elle se couvre de boue en disant ouais, il faut qu'on vive comme des monstres. Voilà, c'était un autre cas très marrant de l'autorité incompétente et débile. Merci pour ça, c'est toujours génial de voir ce cliché usé jusqu'à la moelle. Ça fait toujours plaisir. Et c'est là que Star se dit, vous savez quoi? C'est pas forcément la meilleure experte en monstres qu'on puisse avoir, donc tiens, Crapotoro, tu peux pas occuper ce rôle, si tu veux? Ok. Ça peut se décider comme ça, j'imagine. Les princesses, elle peut décider de ce qu'elle veut, voilà. À ce moment-là, elle aurait pu décider des tas de trucs avant cet épisode, pas en se rendant compte, tiens, il y a quelqu'un qui est maltraité, il y a un monstre qui est maltraité dans la rue. Ce genre de truc, quand même, dont elle devrait être au courant, puisque le premier épisode où on adresse ça, c'est quand même assez clair que dans les livres d'histoire, les monstres sont considérés comme des sous-merdes, hein. Des espèces de créatures à combattre qui sont en dessous de nous et qui sont juste là pour le mal. Alors qu'elle s'est rendue compte quand même que c'était un peu plus compliqué que ça. Il y avait besoin de ce déclic en plus pour s'en rendre compte apparemment. Parce que voilà, elle est pas assez réfléchie pour ça. Et ouais, le fait qu'elle nomme un monstre responsable du pays, est-ce que ça va avoir des répercussions où tout le monde l'acceptera comme ça? J'ai le sentiment que ça va être le deuxième cas. Que ouais, on va pas y avoir à cette phase où Crapotoro arrivera à l'académie ou un truc comme ça, où on dira ouais, c'est moi qui me charge d'être l'expert en monstres et donc de savoir comment gérer les relations entre humains et monstres, tout ça, tout ça. Non, non, non. Ça va être. On fera une ellipse par rapport à ça, il sera ancré dans sa position et puis voilà. Hein, il n'y aura pas cette phase de transition. Mais si ça se trouve, je me trompe, hein, donnez-moi tort, mais j'y crois pas trop. Hein, il n'y aura pas cette phase de transition là. Donc, ouais, c'était médiocre. C'est encore que, allez, ce demi-épisode était moyen, parce que ça a appuyé certaines choses qui étaient intéressantes, mais ça l'appuie de façon gaguesque et exagérée, donc ça n'a. C'est pas satisfaisant du tout. C'est vraiment pas satisfaisant du tout. Là où, dans l'épisode de la saison 1, que j'aime le plus, une fois de plus, ce demi-épisode, c'est, je pense, l'histoire la mieux faite pour moi. Ça arrivait à être un peu subtil dans la façon dont c'était dépeint, mais là non, pas du tout, pas une seconde. Et ouais, une fois de plus, je vous cache pas que ça rabaisse mon intérêt pour cet épisode, parce que si vous êtes même pas fichu de reprendre ça un petit peu sérieusement, de façon satisfaisante, et ben ça n'a pas énormément de poids sur le long terme. C'est ça que ça dit, c'est ça que ça renvoie. Ce qu'on a mis en place avant, ce qui pouvait être intéressant, au bout du compte, c'est traité à la blague sur le long terme. C'est tout le délire de ces deux demi-épisodes. Donc vous m'excuserez de ne pas être en joie de voir ça, hein. C'est insultant je trouve. S'il faut vraiment voir ces épisodes indépendamment, vraiment, si je dois regarder ça indépendamment, c'est à peu près passable. En soi, c'est pas le pire en termes d'humour ou de stupidité que j'ai vu dans la série, mais en termes
de concept qui est poursuivi, de potentiel qui était mis en place, c'est un putain de gâchis ces épisodes pour moi. Ces 2 demi-épisodes sont un putain de gâchis de ce qui pouvait être génial si c'était bien développé, mais c'est pas ce que vous faites. Bravo, merci. À bientôt pour l'épisode 10. Bye.